avec ce qu'on avait vu ensemble un petit peu plus tôt. Bien comprendre que le mécanisme traumatique qui se fait dans les trois plans de l'espace, donc la stabilité articulaire pardon, doit se faire dans les trois plans de l'espace. Cette stabilité articulaire, elle peut être d'origine osseuse, ligamentaire ou musculaire, et on va voir dans un premier temps la stabilité d'origine osseuse. Alors, cette image du bateau couché là, à marée basse, elle représente très bien la position du talus en fin d'entorse de cheville, avec un contact, une espèce de butée osseuse qui se met en place entre la face médiale du talus et le compartiment médial du tibia. Et finalement, la butée osseuse, c'est pas vraiment ça qui va stabiliser l'articulation. On n'a pas une congruence suffisante pour avoir une stabilité osseuse importante. Par contre, on imagine bien qu'en fin d'amplitude, on se retrouve à avoir une impaction osseuse à ce niveau-là, ce qui pourra générer plus tard des petites douleurs sur le compartiment médial, qu'il ne faudra pas confondre par exemple avec une atteinte du ligament collatéral médial. Donc premier point, la stabilité osseuse, elle n'est pas très importante. On avait vu ensemble la biomécanique de l'adaptation de la pince tibiofibulaire. C'est une part importante, mais ce n'est pas une articulation qui est suffisamment congruente pour empêcher les entorses de cheville. Au niveau ligamentaire, par contre, on a vu pas mal de choses aussi la dernière fois. Il faut bien comprendre que le ligament, il n'est pas là pour stabiliser complètement l'articulation, il n'est pas assez résistant. Par contre, il est là pour guider le mouvement et il est là pour renseigner le système nerveux central sur la position de l'articulation. Sur cette image, on voit très bien que quelle que soit la position de l'articulation de la cheville, un des faisceaux du ligament collatéral latéral est mis en tension. Sur la première image à gauche, on voit très bien le ligament collatéral, ligament calcanéo-fibulaire qui est mis en tension. Donc, dans une position d'entorse, en position neutre, entre guillemets, on imagine très bien que c'est celui qui va être touché le premier. Sur la deuxième image, on est en extension de cheville qui correspond finalement à une position d'inversion. Et là, on voit plutôt le faisceau antérieur, le ligament talofibulaire antérieur qui va être touché principalement. Sur la dernière image, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. C'est une mise en tension du ligament postérieur, du faisceau postérieur. Je vous rappelle qu'il est beaucoup plus résistant que les trois autres, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de lésions à ce niveau-là sur ce ligament par rapport aux deux autres. Ce schéma du livre de Tourné et Mabit, il est un peu complexe, enfin, il paraît un peu complexe, mais finalement il est relativement bien fait. Et il nous permet de comprendre, si je surligne la partie gauche de votre image, il nous permet de comprendre tout le système ligamentaire qui va stabiliser l'articulation et l'empêcher de basculer en varus dans un premier temps. Si on part de la partie supérieure vers la partie inférieure, on voit le ligament tibiofibulaire antérieur qu'on avait beaucoup évoqué la dernière fois. On voit le talofibulaire antérieur qu'on connaît très bien parce que c'est le plus souvent touché. Le ligament fibulo-calcanéen sur le côté, et puis un ligament qu'on a beaucoup abordé la dernière fois mais qui est beaucoup moins connu, c'est le ligament cervical qui est représenté en gris ici. Et tous ces ligaments vont être mis en tension au cours d'une entorse de cheville. Donc c'est des éléments qu'il va falloir aller rechercher et on peut comprendre que c'est des pathologies associées qui vont être mises en lien avec un mécanisme traumatique, notamment en varus. Dernier schéma sur les ligaments, il nous permet de comprendre l'association du complexe subtalaire, du bloc talo-calcanéen. C'est les ligaments 3 et 4, donc le ligament cervical et le ligament interosseux, qu'on appelle aussi ligament haie, qui va former un bloc talaire, ou un bloc subtalaire plus exactement, qui va être mis en danger au cours d'un mouvement de varus également, et avec des risques de rupture du ligament cervical. Si ce mouvement de varus se prolonge, voire bascule en inversion, et bien on a mis en tension possible du talofibulaire antérieur, le numéro 1 sur le schéma, voire du calcanéo-fibulaire si le mouvement se poursuit. Donc on imagine très bien avec ce schéma l'association des lésions ligamentaires qu'on peut obtenir à la suite d'une entorse de cheville. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur les ligaments. La stabilité musculaire, qui est finalement la plus importante, puisque c'est elle qui va protéger l'articulation, et bien paradoxalement, l'os qu'il faut essayer de stabiliser, c'est le talus, et bien c'est un des seuls os qui ne présente aucune insertion musculaire. Donc c'est une stabilisation de manière indirecte qui va se mettre en place. On avait vu la dernière présentation, encore une fois, le rapprochement actif de la pince bimalléolaire avec la contraction notamment du long extenseur des orteils, c'est sur le schéma qui est en haut à droite, donc je ne reviens pas dessus. Un deuxième type de stabilité qui est indirecte, qui a bien été décrit par Dufour et Pilu,
c'est le phénomène de cage musculaire, enfin plus exactement tendineuse, des muscles périarticulaires de la cheville qui vont venir entourer le talus et former une cage, un petit peu comme sur l'image de gauche là, qui vont stabiliser le talus, qui aurait un rôle d'oiseau là-dedans, prisonnier dans la cage. Et puis le mécanisme finalement le plus musculaire, le plus efficace, c'est la contraction des fibulaires. Alors Romain Terrier, il a dû faire quelques présentations sur le rôle des fibulaires, je ne vais pas trop m'étaler, mais globalement les fibulaires sont pronateurs et adducteurs. Le long fibulaire est beaucoup plus pronateur puisqu'il passe sous la voûte plantaire. Mais ces combinaisons de pronation et d'adduction vont empêcher la cheville de partir, de basculer en varus et donc éventuellement en inversion. Donc c'est le contrôle actif de ces deux muscles-là qui vont prévenir, protéger contre les entorses de cheville. Voilà un petit peu le rôle du système musculaire. On rentre vraiment dans le cœur du sujet et les pathologies au niveau de la cheville, donc l'entorse de cheville. Alors l'épidémiologie de l'entorse de cheville, c'est très compliqué à mesurer pour la simple et bonne raison que pour compter le nombre d'entorses de cheville, il faut aller aux urgences et faire des comptes. Sauf que quand on se fait une entorse de cheville, on ne va pas tous aux urgences. Donc forcément, le chiffre très connu de 6000 entorses par jour, il est reconnu par tous les spécialistes comme étant très sous-estimé. Idem pour le risque de récidive. Quand on se refait une entorse de cheville, on ne retourne pas systématiquement à nouveau chez les urgentistes, donc on n'est pas comptabilisé. Il n'empêche qu'on se base sur ce chiffre-là, c'est-à-dire une entorse par jour pour 10 000 habitants. Au niveau de la répartition des lésions, ça concerne plus de la moitié des activités sportives. Enfin, plus de la moitié des entorses de cheville se font au cours d'activités sportives, avec un peu plus d'un tiers dans le cadre du loisir et du travail, avec un pic important à l'adolescence, c'est là où on se met un peu plus à la pratique sportive. Ça explique ça. Et concernant les populations sportives, ben, c'est de très loin l'articulation la plus touchée. Alors il y a beaucoup d'études qui concernent spécifiquement les populations sportives. Le problème, c'est que si on se base sur cette épidémiologie-là, eh ben, c'est des personnes plus à risque. Donc on fausse encore l'épidémiologie. Donc c'est très compliqué. Et la dernière grosse complication, enfin la dernière gros problème, c'est la définition exacte d'une entorse de cheville, avec le nombre de lésions associées, avec les mauvais diagnostics qui peuvent être posés. Il y a beaucoup d'auteurs qui s'amènent à parler de syndrome de l'entorse de cheville. On parlera de ça dans la dernière diapo que je vous présenterai, qui nous permettra de comprendre que c'est plus une notion de syndrome d'entorse de cheville qu'une définition propre de l'entorse de cheville. Alors, les mécanismes lésionnels. Alors, je vais vous passer deux vidéos. Avec la connexion, ça risque de couper un peu, donc je vais essayer soit de la repasser, soit de m'arrêter sur le bon moment de la vidéo. Le premier mécanisme le plus connu et le plus fréquent, c'est l'inversion forcée, le mécanisme d'inversion forcée. On le voit bien chez la tennis woman en haut à gauche. Alors je ne redéfinis pas l'inversion, on l'avait vu largement sur les dernières présentations. Le mécanisme d'inversion forcée, on devine évidemment qu'il va mettre en tension principalement le ligament talofibulaire antérieur, qui est schématisé par la flèche rouge. Et si le mouvement se poursuit, on peut avoir une atteinte de la tibiofibulaire inférieure sur le compartiment antérieur, puisqu'on avait vu qu'il était beaucoup moins solide que son homologue postérieur. Il peut y avoir d'autres lésions associées. Si le mouvement se poursuit, on a parlé du ligament cervical, il y a le ligament en Y de Chopard dont on pourra reparler aussi. Il peut y avoir d'autres atteintes osseuses, on verra ça tout à l'heure quand on parlera de l'examen sur le terrain. Donc si on regarde en direct ce qui se passe, alors avant de lancer la vidéo, ça va être le joueur en bleu, Stéphane Curie, sur sa cheville gauche, celui qui a les chaussures jaunes. On va y aller doucement. Voilà, sur ce prochain appui-là. Alors ça va un peu vite, on va le revoir au ralenti. En plus de ça, il se fait réécraser le pied par l'adversaire. Ici, j'attends que ça charge, je ne sais pas où vous en êtes sur les vidéos. Donc voilà, là on voit très bien l'appui du joueur qui vient augmenter la position d'inversion forcée. Dans cette position-là, on a une contrainte maximum sur la cheville. Pour la petite histoire, si je continue la vidéo, on le revoit se relever, marcher, et si je continue la petite histoire, il finit le match et il fait un de ses meilleurs matchs. Pourtant, il est forfait sur les prochains jours, et il va être absent un petit moment avec des lésions associées très importantes. Donc on verra que l'impotence fonctionnelle immédiate, elle n'est pas forcément en lien avec la gravité de la blessure. C'est des choses qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà pour le premier mécanisme, je ne vais pas beaucoup plus loin parce que tout le monde le connaît à peu près bien. Deuxième type de mécanisme lésionnel, c'est un mécanisme en varus pur. Alors là, c'est typiquement une blessure qu'on retrouve
qu'on retrouve dans le cas des tennisman ou des tenniswomen, où là on a un glissé du joueur, puis le bord de la chaussure extérieure il vient mordre contre la surface au sol, et on a typiquement ce qu'on voit là sur l'image, c'est-à-dire une belle entorse de cheville dans le plan frontal quasi strict, avec un mécanisme en varus pur, qui va donc mettre en tension principalement le ligament calcanéo-fibulaire et principalement le ligament cervical. C'est les deux structures qui vont être les plus à risque d'être touchées. Sur l'image derrière, ça va être pareil, je vais essayer de vous le passer en vidéo. Donc c'est la joueuse en rouge qui va sur le glisser, se blesser ici. Si on regarde au ralenti, on va voir la même chose que tout à l'heure, donc une phase de glisser sur sa droite, et une lésion importante, je vais essayer de vous couper la vidéo au bon moment, ici. Donc pareil, la joueuse elle va se relever, elle va terminer son match un peu strappée, on voit les soigneurs qui arrivent après, mais ça l'empêche pas de jouer alors que c'est encore une fois une entorse au moins de stade 3 d'après ce que j'ai pu lire sur la suite. Donc voilà, pour les deux types principaux, j'en ai rajouté un troisième qui est moins connu et qui est pourtant important à pas rater, c'est un mécanisme en rotation externe. Alors c'est plus souvent de la rotation externe que de la rotation interne de cheville, et ça génère plus de problèmes, la rotation externe. Alors il y a deux possibilités, c'est soit un tacle sur le pied, j'ai pas d'image, et on voit le pied qui part en rotation externe sous le tibia, soit c'est plus fréquent, c'est l'image que vous avez ici, le pied qui est ancré au sol, souvent avec des crampons, et le tibia qui plonge en rotation médiale, donc soit avec un coup sur le genou, soit sur un changement d'appui. Et dans cette position-là, on a une atteinte, on le voit très bien sur l'image de droite sur le cadavre, une rupture complète du ligament tibio-fibulaire antérieur, qui est juste ici, avec une atteinte potentielle de la partie antérieure du ligament médial, le ligament deltoïde. Donc ça, c'est un mécanisme qui est moins connu, qui est plus difficile à identifier parce que la cheville se tord pas réellement, mais qui génère pas mal de problèmes derrière. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut pas passer à côté de ces choses-là. Donc voilà, trois mécanismes importants. À partir de ces trois mécanismes, on a pu déjà évaluer et comprendre quelles sont les structures ligamentaires, osseuses, j'en ai pas trop parlé, mais les ligamentaires et osseuses qui peuvent être touchées. Donc rien qu'à partir de l'observation, voire de l'interrogatoire, on peut déjà commencer à imaginer le type de lésion qu'on va retrouver. Maintenant, on va essayer de comprendre le rôle du kiné sur le terrain, le kiné du sport sur le terrain. Il va forcément énormément dépendre de l'encadrement du staff médical. Si vous avez un médecin avec vous, ben, c'est beaucoup plus simple parce que c'est lui qui va poser le diagnostic médical. C'est lui qui va prendre les principales décisions et puis vous aurez juste le rôle de l'acteur de soins éventuellement. Sauf que ça se passe souvent pas comme ça et on n'a pas souvent un médecin à côté de nous. Donc on est bien d'accord qu'on n'est pas habilité à poser un diagnostic médical. Il n'empêche que ça va être à vous de prendre une décision. Donc il va y avoir une conduite à tenir, un rôle important, et puis certaines actions à mettre en place. Premièrement, c'est la vigilance au bord de terrain pour, si possible, observer le mécanisme lésionnel, on en a parlé. C'est pas toujours possible. Sur un tennisman, il n'y a qu'une seule personne à surveiller. Sur un rugbyman ou sur des matchs de hand, par exemple, on doit surveiller pas mal de monde, on ne peut pas tout voir. Donc on va être obligé soit d'interroger, enfin on va être obligé de l'interroger et de l'examiner, et à partir de là, on va pouvoir essayer de comprendre plus ou moins ce qui s'est passé et d'identifier potentiellement un mécanisme lésionnel. À partir de cet interrogatoire et de cet examen, on va pouvoir mettre en place un arbre décisionnel et choisir la conduite à tenir derrière. Donc le bilan, l'examen que vous allez mettre en place à ce moment-là, il est fondamental. Et ensuite, une fois que vous aurez mis ça en place, éventuellement mettre en place les premiers soins à nous. Donc les signes cliniques immédiats, je ne vais pas m'étendre, je pense que tout le monde les connaît. La douleur aiguë, elle est immédiate, elle est d'importance variable. Là encore, l'importance de la douleur n'est pas forcément liée à la gravité de la blessure. On retrouve quasi systématiquement, dans plus de 2 tiers des cas, la présence d'un œuf de pigeon, qu'on a tous déjà plus ou moins vu, qui se passe juste en avant et en dessous de la malléole latérale. Plus tard, on peut avoir l'apparition d'une ecchymose, voire d'un hématome. Si on questionne le sportif, on a souvent des sensations de rupture, de craquement, voire de déboîtement. Là encore, il n'y a pas de corrélation directe avec la gravité de la blessure. Et l'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de se mettre debout, éventuellement de marcher, voire de reprendre la course, elle est variable. Il y a des sujets qui peuvent reprendre assez vite, d'autres non.
Et là encore, on n'a pas de corrélation stricte. C'est pas parce que le joueur il peut se remettre debout, remarcher, que la gravité de la blessure n'est pas importante. Par contre, si on a un craquement, une douleur, plus une impotence fonctionnelle, il y a plus, il y a 3/4 de chance pour qu'on ait une rupture quasi complète du ligament talo-fibulaire antérieur. Mais si vous avez qu'un seul de ces signes-là, c'est pas forcément un signe de gravité immédiat. La prise en charge, donc on en a parlé, dans un premier temps, c'est l'examen et le bilan de terrain. Je fais une petite parenthèse, mais même pour des médecins du sport expérimentés, l'examen de terrain donne un résultat peu fiable. C'est-à-dire que pour un examen en urgence sur le terrain, on n'a que 71% de sensibilité et un tiers de spécificité. C'est-à-dire qu'à 33% de spécificité, on est loin d'avoir un examen fiable. Donc l'objectif de cette prise en charge dans un premier temps, c'est pas de diagnostiquer exactement, d'ailleurs on n'est pas habilité à le faire, mais c'est pas de poser un diagnostic fiable et précis à ce moment-là, c'est de choisir la prise en charge qui va découler derrière. Le réexamen qui va se mettre en place 3 à 5 jours après sera beaucoup plus fiable et on se basera là-dessus. Là, dans un premier temps, c'est juste prendre les décisions, ne pas augmenter la lésion et surtout être capable de dire on arrête le joueur ou on n'arrête pas le joueur. Cet examen, il se fait en général dans l'urgence, sous-entendu, il doit être fait rapidement, parce qu'il y a une prise de décision assez rapide à faire. Et l'objectif principal, c'est d'éliminer les critères de gravité et de mettre en avant les lésions associées. En clair, allumer les fameux voyants rouges s'il y a une suspicion de critères de gravité. Et ensuite, on va pouvoir orienter la prise en charge. Donc, c'est difficile sur un webinaire de faire un bilan diagnostique et un examen de la cheville. Il faudrait des éléments pratiques. Je vous invite à aller vous former, par exemple à SFMKS, sur ces choses-là, parce qu'il y a des choses à faire, et en pratique, c'est beaucoup plus clair. Mais on va essayer de faire un petit balayage de ce qu'il y a à faire. Donc, dans un premier temps, on essaie de le faire au calme, parce qu'il y a toujours du monde en général autour de la blessure. Si possible, allongé, des fois ce sera assis. On a parlé beaucoup de l'interrogatoire. L'inspection, dans un premier temps visuelle, elle est extrêmement importante. On voit sur l'image de droite déjà l'œuf de pigeon qui est arrivé. Et on évite dans un premier temps de faire une mobilisation articulaire, ça sert à rien, on risque d'augmenter la lésion, et encore une fois, le diagnostic précis, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc l'examen, il va être principalement visuel et palpatoire, dans un premier temps, avec un examen cutané trophique, ça c'est rare, mais on peut avoir une plaie, éventuellement un saignement, une fracture ouverte, si vraiment on est dans quelque chose de gros, une déformation du segment inférieur, là on est carrément dans voilà, déplacement osseux, une fracture déplacée, c'est quand même très rare. Par contre, il peut y avoir des atteintes osseuses qu'on peut suspecter, à savoir un arrachement de la pointe de la malléole, ça peut être une atteinte de l'os péronéum qui est le prolongement de la gaine du long fibulaire, on peut avoir une atteinte de la base du 5e méta avec arrachement du court fibulaire, on peut avoir tout un tas de lésions osseuses qu'il faudrait aller palper, rechercher, donc là encore, essayer de vous former en pratique, c'est beaucoup plus parlant qu'à l'oral. Au niveau ligamentaire, on a évoqué pas mal de ligaments qu'il faut aller surveiller, donc évidemment les trois faisceaux du collatéral latéral, le tibiofibulaire inférieur, le compartiment médial, on a parlé du ligament cervical, le ligament Y, voilà, je crois que j'ai passé les principaux. Au niveau musculo-tendineux, pas passer à côté d'une luxation des péronées avec une rupture du rétinaculum. Il peut y avoir pas mal d'atteintes à pas rater au niveau du tendon d'Achille. Il y a souvent le court extenseur des orteils qui est atteint aussi. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas passer à côté. Et au niveau vasculo-nerveux, il y a pas mal d'études qui se montrent de plus en plus sur les atteintes nerveuses à la suite des entorses de cheville, avec notamment des rameaux sous-cutanés du nerf sural et du nerf fibulaire superficiel qui peut être atteint sur un mouvement traumatique assez important. Au niveau vasculaire, c'est plus rare, mais aller surveiller le pouls, la coloration, voir le temps de recoloration de la peau et la couleur de la peau, c'est des éléments intéressants à aller voir. À partir de ça, on n'a pas posé un diagnostic, mais par contre, on a mis en évidence des suspicions d'atteinte collatérale, éventuellement de lésions associées, voire de facteurs de gravité qui vont nous permettre de soit faire évacuer la personne, soit de décider à ce moment-là de pouvoir le remettre sur le terrain, soit de décider de mettre en place des soins, soit éventuellement de strapper. La prise en charge initiale, ce qu'on appelle les soins de terrain, les objectifs d'urgence, le protocole Rice, Price ou grec, tout le monde le connaît.
Il a été un peu discuté et remis à jour récemment. Alors je vous invite à lire les travaux de Blickley là, sur les soins d'urgence, notamment le rôle de la glace. C'est pas mal ce qu'il fait. C'est des travaux assez récents, 2011 jusqu'à 2013. Et lui, il met en évidence le protocole POLIS. Il leur semble intéressant. Alors POLIS, c'est quoi? On a juste remplacé le R de repos ou de rest par optimal loading, qui veut dire remise en charge optimale, sous-entendu le plus rapidement possible, mais tout en protégeant la lésion. L'idée, c'est de reprendre les informations sensorimotrices les plus rapidement possible, sans évidemment mettre en danger la cicatrisation ligamentaire. Donc ils sont restés sur le P de protection, la remise en charge la plus rapide mais sans être dangereux pour la lésion, la glace, alors qu'ils recommandent sur des séances de 6 fois 10 minutes, la compression et l'élévation. Ce sont les soins entre guillemets d'urgence, la dernière évolution du protocole RICE. La question qui se pose en général, c'est est-ce qu'il y a besoin de faire une radio? Alors les médecins urgentistes ont fait une grosse conférence à Ottawa il y a quelques années, qui a été remodifiée récemment. Il faut savoir que ces critères d'Ottawa, ils sont d'autant plus fiables dans les 48 premières heures et qui permettent, ils permettent de limiter les radios à un quart. On a diminué les radios d'un quart grâce à ça, tout en conservant une sensibilité de 98%, donc c'est plutôt bon. Donc ils sont plutôt fiables dans les 48 premières heures. Donc si un des critères d'Ottawa est positif, il faut orienter vers une radio. Donc on va les revoir, impossibilité de se mettre en appui et de faire 4 pas, 2 x 2. Une douleur à la palpation osseuse du bord postérieur de la fibula ou du tibia sur 6 cm et au niveau de la pointe, ou au niveau de la pointe des deux malléoles. Une douleur à la palpation du naviculaire ou de la base du 5e méta, ça c'est pour un arrachement osseux du court fibulaire ou d'une atteinte du long fibulaire. Et puis jusqu'à maintenant, ils étaient considérés comme étant pas valides en dessous de 18 ans et au-dessus de 65 ans. Les dernières études les considèrent comme étant valides, ces critères d'Ottawa, à partir de 5-6 ans. Donc c'est des outils qui permettent aux praticiens d'orienter ou non vers un examen radiologique. Un autre examen, enfin d'autres examens, mais un autre examen qui est très à la mode et qui est relativement intéressant parce qu'il n'est pas cher, il n'est pas irradiant, il est rapide, et puis surtout il nous permet de faire un examen en dynamique, c'est l'échographie. Le problème c'est qu'il est opérateur dépendant, donc ça c'est toujours compliqué, mais c'est un examen qui est très très intéressant à mettre en place dans le cadre des entorses de cheville et qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations là-dessus. Notamment de classifier le stade de la lésion, j'en parle pas trop, on verra ça peut-être dans une autre présentation. Et surtout, il permet de faire une échographie dynamique, notamment pour l'atteinte du rétinaculum défibulaire. C'est extrêmement intéressant et il a une valeur prédictive qui est très très bonne, cette échographie. Donc d'ailleurs, si on suit les recommandations de l'European Foot and Ankle Society, il recommande des radiographies de deux types, face avec rotation interne de 15 degrés et une cheville profil, éventuellement un pied 3/4, un scanner ou un arthroscanner si on a la recherche de fracture ostéochondrale ou parcellaire, et une échographie si possible, assez rapide, qui permettrait de préciser les lésions ligamentaires. On a parlé du réexamen entre 3 et 5 jours. Je vous ai mis quelques tests cliniques qu'on évite de faire dans l'urgence parce qu'ils ne sont pas fiables, et en plus on risque de déplacer un segment, en tout cas un segment osseux qui était qui a été un petit peu touché. Par contre, on les utilise un petit peu plus tard quand le risque de lésion osseuse a été écarté. L'examen à 3-5 jours, vous voyez qu'il est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus sensible que dans l'urgence. Le test le moins douloureux, le plus fiable, ça reste le test du tiroir antérieur pour suspecter une lésion du tibio-fibulaire antérieur, voire du compartiment médial. Deuxième test intéressant, c'est le talar tilt test. Avec un talar tilt test supérieur à 15 degrés, on signe une rupture complète du ligament calcanéo-fibulaire. C'est un test assez précis, beaucoup mieux que les anciennes radios de type TELOS, qui sont moins fiables, surtout sur des entorses en inversion. On pourra en parler tout à l'heure. Et puis, je vous ai mis 3 tests qui finalement étudient à peu près la même chose. C'est une lésion du tibio-fibulaire inférieur, avec 3 tests intéressants. Le squeeze test. Alors le squeeze test, il teste principalement la membrane interosseuse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on compresse assez fort au niveau de la segment jambier, le tibia et la fibula, et on repère une douleur qui apparaîtrait sur la partie inférieure vers la jonction tibio-fibulaire inférieure. Ça signe une atteinte de ce compartiment-là.
Le cross-leg test, c'est comme le schéma que vous avez sur la droite. On demande à la personne de croiser les jambes. Le poids du pied fait partir la cheville en rotation latérale. Cette rotation latérale ouvre la pince bimalléolaire et on retrouve le mécanisme finalement qu'on avait vu tout à l'heure de rotation latérale avec une douleur qui se signe au niveau de l'articulation tibio-fibulaire inférieure. Donc là aussi un test intéressant. Et le dernier, c'est le test de contrainte en rotation externe ou External Rotation Stress Test, où là on vient nous-mêmes pratiquer une rotation latérale de la cheville, le pied étant à 90 degrés de flexion, donc en position neutre on va dire, et on repère également une douleur sur le compartiment inférieur au niveau de la tibio-fibulaire inférieure et antérieure. Donc voilà 3 tests pour la tibio-fibulaire inférieure sur lesquels on passe souvent à côté, qui sont extrêmement intéressants, qu'on fait en général à 3-5 jours quand on réévalue le patient. Donc voilà une radio avec un gros diastasis, donc une rupture complète du tibio-fibulaire inférieur et antérieur, plus on repère une lésion osseuse du dôme astragalien, et je vous ai remis l'image du cadavre où on voit très bien la rupture du tibio-fibulaire inférieur et l'ouverture de cette syndesmose. Une autre pathologie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une luxation, alors ici c'est une luxation complète, voire une subluxation des tendons des fibulaires, qu'on peut facilement mettre en évidence avec un test. On demande une eversion, puis on résiste à l'éversion, et on voit souvent les fibulaires qui soit passent complètement en avant de la malléole, soit se croisent ou font un petit bruit, un espèce de petit ressaut que le patient ressent assez souvent. On voit très bien sur une échographie dynamique que vous avez ici. Là, vous voyez le long fibulaire qui est passé en avant de la malléole latérale. Le court fibulaire est resté dans sa loge. Et ici, sur une autre cheville, c'est le court fibulaire qui est passé en avant de la malléole latérale. Donc c'est un examen, encore une fois, qui est pratique et qui permet de mettre en évidence ce type de lésion assez facilement. Et je vous ai parlé d'autres types d'examens médicaux. C'est éventuellement l'arthroscanner, où on voit ici une lésion ostéochondrale du dôme du talus, mais c'est plutôt dans des complications ou des patients qui arrivent, on a toujours des douleurs un peu particulières, et dans un second temps, on peut aller demander une image de ce type-là. Donc si on fait un petit point, j'ai dit beaucoup de choses, mais un petit point sur les lésions associées qu'on peut retrouver. On a parlé des lésions osseuses, donc s'il faut noter quelque chose, c'est arrachement de la pointe de la malléole, la base du 5e méta, l'os péronéum, le naviculaire, le talus. Alors c'est rarement dans le sport, mais plutôt, ou alors des sports type parapente avec des traumatismes beaucoup plus importants. Au niveau ligamentaire, attention aux ligaments tibio-fibulaires inférieurs et antérieurs, attention au ligament M, c'est plus rare, le ligament cervical ici, on a parlé du ligament de Chopard, qu'il ne faut pas oublier de tester, le compartiment médial évidemment, et les trois faisceaux du ligament collatéral latéral. Au niveau des rétinaculums, je vous ai parlé du rétinaculum défibulaire qui peut être amené à être abîmé et donc entraîner une subluxation, voire une luxation complète des tendons des fibulaires. Au niveau tendineux, il y a pas mal d'études qui se sont intéressées aux lésions du court extenseur des orteils. Alors, du court extenseur des orteils ou du long extenseur des orteils, il y a les deux. J'en ai pas parlé, mais c'est quand on est en flexion plantaire ou extension contrariée sur un shoot au foot et le pied vient soit heurter le sol ou la jambe du défenseur et la cheville part en extension forcée. Là, on a une atteinte de la capsule antérieure, voire de ces tendons des extenseurs des orteils. Attention à la tendinopathie d'Achille qui peut être masquée par une entorse de cheville, et puis les lésions des fibulaires, soit avec arrachement du court ou du long fibulaire, soit avec une inflammation dans la gaine à ce niveau-là, sur une contraction de protection mais qui arrive trop tard. Les fibulaires sont soumis à des grosses contractions, il y a pas mal de soucis qui peuvent arriver. Et éventuellement, je vous ai parlé d'une lésion nerveuse, c'est des travaux j'ai oublié le nom, de Nitz en 2011, qui met en avant des atteintes nerveuses avec électromyographie à l'appui, notamment du nerf tibial et du nerf fibulaire, sur leur compartiment sous-cutané. Ce qui a amené donc Fala et Al, c'est la publication que je vous montre derrière, c'est pas tout jeune, ça date de 98, mais qui ont pris plus de 600 patients, qui ont été diagnostiqués comme ayant une entorse de cheville, et puis en allant chercher un peu plus loin, ils sont allés gratter, ils se sont rendus compte, là vous avez uniquement ceux qui sont hors lésions osseuses, donc en plus de l'entorse de cheville. Donc vous voyez qu'il y a déjà 100 patients qui en plus de l'entorse de cheville simple, avaient une atteinte osseuse.
Eh bien, toujours sous le nom de entorse de cheville, on se rend compte qu'il y a finalement plus d'un tiers qui est sur le compartiment médial. On a une atteinte du court extenseur des orteils, je vous en ai parlé, plus de 30%, une atteinte du sinus du tarse de plus de 20%, une lésion des péronées de plus de 15%, le tendon d'Achille était touché dans 12% des cas, et les lésions nerveuses, j'en ai pas parlé, pareil, une dizaine de pourcents des cas. Donc ça a amené tous ces auteurs à parler plus de syndrome d'entorse de cheville que de définition stricte d'une entorse de cheville. C'est pour ça que l'épidémiologie de l'entorse de cheville est toujours un peu floue. Voilà, eh bien merci, j'espère que j'ai été clair, et je vous en ai pas trop dit et j'ai pas évasé trop de choses. Voilà, si vous avez des questions, merci beaucoup. On va donc pouvoir passer à la séance de questions-réponses, qui est tant attendue. Donc, on va commencer par Johan, qui nous demande la reprise rapide d'appui, est-ce néfaste à des contusions, je pense, lors de l'entorse? Alors, c'est difficile à répondre à cette question. Ça dépend où se situe la contusion. Souvent, c'est sur le bord médial du talus. Et ça dure un peu longtemps, ces douleurs. Mais si les douleurs sont supportables, il n'y a pas forcément de très grosses contre-indications. Au moins dans un premier temps sur la course en ligne, puisqu'on est dans l'axe, donc la cheville est moins soumise à des contraintes sur ses compartiments latéraux. Donc dans un premier temps, non. Si la douleur est trop importante, il faut aller vérifier éventuellement par une imagerie si on est sûr que ce soit une contusion. Si c'est une contusion entre guillemets simple, il faut arriver à gérer les douleurs. Donc j'ai envie de dire non, sauf si ça gêne réellement le patient, et dans ce cas, il vaut mieux faire une petite pause et décharger. C'est souvent pour ça que dans un premier temps, sur des suspicions de contusion osseuse, on met en décharge le patient avec des béquilles ou des choses comme ça. Parce que c'est quelque chose qui va durer longtemps et ça peut être gênant dans sa reprise sportive. Ensuite, chez les enfants de 12-15 ans, quid de déplacement sur la pointe du pied? Alors, est-ce que ça doit être des enfants qui se déplacent principalement sur la pointe du pied? Effectivement, c'est une position d'instabilité. Il y a des hypothèses qui pensent que plus on va aller mettre la cheville en position de danger, plus on va augmenter sa proprioception. Donc si c'est son pattern de marche, de course, et qu'il est plutôt stable, qui ne présente pas d'entorse régulière, il n'y a pas forcément de raison de le corriger. Par contre, si on voit que c'est un enfant qui a tendance à avoir une instabilité de cheville et qui se fait soit des épisodes de twist, soit des entorses régulièrement, là éventuellement, il faut corriger ça. Johan encore qui nous demande, pour vous, à partir de quel âge on considère l'entorse possible si on considère que la fracture est prépondérante aux entorses chez l'enfant? Alors ça, c'est le débat. Est-ce qu'il y a des entorses de cheville chez les enfants? Alors oui, il y a des entorses de cheville chez les enfants. Je vous invite à lire le bouquin de Yves Tourné, Christian m'habite là-dessus. Il y a tout un chapitre entier sur les entorses chez les enfants. Effectivement, la partie distale de l'os à cet endroit-là est relativement molle, donc souvent on peut avoir un petit arrachement osseux, voire un décollement épiphysaire à cet endroit-là. À la rigueur, le traitement est le même. À partir du moment où on n'a pas touché au cartilage de croissance, que ce soit un petit arrachement osseux ou un décollement épiphysaire ou une entorse comme on la traite d'habitude, le traitement va être le même. Donc le débat, il n'a pas forcément lieu d'être. Pour moi, c'est un débat d'histologiste et savoir si c'est l'os qui a bougé ou le ligament qui a bougé, mais le traitement étant le même, voilà, il n'y a pas forcément de débat, mais vraiment ils font tout un paragraphe qui est bien actualisé, puisque le bouquin date de 2016, donc je vous invite à aller jeter un œil à ça. Pierre, bonsoir Pierre. Quel examen est le mieux pour visualiser une lésion du ligament tibio-fibulaire inférieur? J'ai perdu le fil, je suis désolé. Quel examen est le mieux pour visualiser une lésion du ligament tibio-fibulaire inférieur? Je dirais l'échographie. Après, je suis pas radiologue, mais sur les radios, à moins qu'il y ait un réel diastasis, comme je vous l'ai montré, on ne verra pas grand-chose.
Sur l'échographie, on a souvent une belle image. Si, encore une fois, c'est opérateur dépendant. Et éventuellement, si on a un gros doute à la fin, ça va être une IRM ou un arthroscan. Mais à partir d'une échographie, il y a souvent des bons résultats. On a une bonne visualisation de ce ligament. Ensuite, quel traitement réalisez-vous pour les douleurs ligamentaires à plus de 3 semaines? Tout dépend de l'état du ligament. Est-ce que c'est une douleur ligamentaire liée à une rupture complète? Dans ce cas, c'est surprenant. Moi, je travaille beaucoup j'essaie de travailler sur la cicatrisation du ligament, donc soit avec des appuis type MTP un petit peu fort, de la décoaptation, éventuellement des ultrasons qui commencent à venir pouvoir être travaillés à cet endroit-là. Si c'est sur la douleur ligamentaire, j'insiste à cet endroit-là. Pas trop de traitement médicamenteux, il n'y a pas forcément là-dessus. Vérifier que c'est vraiment le ligament. Par contre, souvent, on confond des douleurs ligamentaires avec d'autres choses qu'on n'aurait pas vues, et notamment des contusions osseuses. Pierre qui nous demande si on a une prise en charge en direct, en particulier pour le ligament tibio-fibulaire inférieur. Strap particulier. Ouais. Le tibio-fibulaire inférieur, il pose problème parce que c'est lui qui va effectivement entraîner la stabilité de l'articulation talocrurale. Les straps de resserrement là, qui viennent créer un espèce d'étau autour des deux malléoles, c'est quelque chose qui marche pas mal normalement. Et si vraiment il est abîmé, le strap suffira pas. Donc en kiné, on est un peu limité. Des fois, il faut voir avec le chirurgien s'il y a des choses à faire. Sinon, on risque de conserver une laxité importante et une instabilité importante. Mais le strap, dans un premier temps, ça marche plutôt bien. Yannick qui nous demande pour une prise en charge, compression avec strap en open wave. Compression, en général, ouais, on utilise moi j'utilise, et à la FEDI, on utilise ça, j'ai perdu le terme, qui s'appelle le Tenso Plus. C'était l'ancien Coeban de mémoire, par-dessus lequel on rajoute une attelle pour être sûr que ça bouge pas. Donc la compression avec un strap compressif, effectivement, et puis par-dessus une attelle si possible. Alors, Rémi, l'auteur de l'étude de l'avant-dernière diapo sur les lésions associées. Il y a celle de Fala, F-A-2-L-A-T, qui date de 98, et je vais retrouver l'autre, c'est Nitz, de 2000, je l'ai noté quelque part. C'est Nitz en 2013. Alors lui, c'est plutôt sur les lésions de type nerveuse, N-I-T-Z. Voilà. Ahmed qui nous demande, suite à une suspicion d'une entorse, à quel moment est-il indiqué d'enlever les chaussures? Est-ce qu'il n'y aurait pas de risque que l'œdème se manifeste encore plus? Pour nous, on enlève systématiquement les chaussures parce que pour palper, pour aller examiner une cheville, de toute façon, en général, la plupart des chaussures, elles sont type un peu basket, chaussures de sport, donc elles sont sous la malléole, et c'est pas ça qui empêche l'œdème. L'œdème, il se fout juste au niveau de la malléole à cet endroit-là. Donc, de toute façon, si derrière il y a une décision de strapper, j'ai déjà vu strapper par-dessus la chaussure, mais bon, c'est pas l'idéal. Donc, à mon avis, si on veut correctement examiner une cheville, on enlève la chaussure. Yannick qui revient sur la compression. Est-ce qu'on utilise un aircast ou du strapping? Sur la compression ou sur la protection? Sur la compression, compressif qu'on peut adapter, changer, corriger, et par-dessus une attelle, mais plutôt pas forcément une aircast, une attelle de maintien pour éviter le mouvement traumatique. C'est plus de la protection. Donc compression, pour moi en compressif, par-dessus laquelle on rajoute une petite attelle type protection. Johan, combien de temps la décharge pour une situation de contusion? Pour moi, tant que c'est douloureux à l'appui, à la marche, si ça fait mal systématiquement, c'est béquille. Alors Johan, ça va être par rapport à sa première question sur les enfants. Déplacement sur la pointe de pied après une entorse sur des enfants qui ne marchent pas habituellement sur la pointe. Alors, après une entorse, ils se mettent à marcher sur la pointe. Alors, vérifier s'il n'y a pas une hypoextensibilité du triceps sural, éventuellement, ce qui expliquerait pourquoi ils se mettent sur l'avant du pied.
Donc travailler là-dessus. Si on se met sur l'avant du pied, c'est peut-être qu'ils ont une appréhension à la pose du talon. Donc travailler éventuellement ça. Ça peut être des appréhensions. Après des belles entorses, on a souvent une appréhension chez les enfants. Donc ça peut être une piste à regarder. Qui décide le joueur? Alors Mehdi qui nous demande qui décide au joueur de reprendre ou non la compétition. Peut-on aggraver la situation par notre fausse décision? Eh ben, la réponse c'est simple, c'est le médecin normalement. Sauf qu'on l'a pas toujours, on l'a pas toujours là, donc fausse décision, c'est de notre faute, donc effectivement on peut aggraver une fausse décision. C'est pour ça que la décision finale, il faut malgré tout la laisser au médecin, sauf qu'encore une fois il n'est pas toujours là, donc ce que vous pouvez faire c'est vous décharger en disant moi de mon point de vue il ne faut pas que tu reprennes, voire éventuellement faire signer un truc comme quoi toi tu avais dit qu'il fallait pas qu'il reprenne, de manière à ce qu'on ne puisse pas se retourner contre toi si s'il y a une blessure derrière et que tu avais donné un avis défavorable. Yannick nous pose une question sur l'attitude à adopter sur les fractures de type Weber de la maille externe, risque de désinsertion du ligament calcanéo-fibulaire, faisceau moyen, et quel pronostic? Et insertion de l'avulsion osseuse. Alors, ça c'est, j'ai envie de dire, ça dépend des cas, à voir avec le chirurgien, à voir avec le médecin, à voir avec le sujet, si c'est quelqu'un qui est sportif régulier, qui n'est pas tellement sportif. Je pense que c'est un gros débat aussi, à voir avec le chirurgien. Pour moi, je peux pas trancher là-dessus parce que malheureusement, c'est toujours un peu différent d'une personne à l'autre. Si c'est quelqu'un qui est très sportif, qui est déjà en souci régulier, qui est instable, plus douloureux, qui aurait un avis chirurgical favorable, ouais, éventuellement réinsertion. Rémi, que penser du revirement du docteur Gabe Mirkin, inventeur du protocole RICE, qui remet en cause l'application de glace, qui pour lui serait délétère, l'inflammation étant nécessaire à une bonne cicatrisation? De toute façon, le protocole RICE, il est empirique. Hein. Il y a très peu d'études, voire pas d'études là-dessus. Il y a pas mal de travaux. Encore une fois, je vous renvoie vers les travaux de Blickley sur la position de glace, où pour lui et eux, c'est tout un groupe, hein, l'idéal sur l'anti-inflammatoire, la douleur et la reprise sportive, c'est des séries de 6 fois 10 minutes, intermittentes avec des phases où il n'y a pas de glace du tout. Ça semble être la meilleure solution. Et encore une fois, Rice, il n'a jamais été vraiment testé. Donc c'est difficile de prendre tout un protocole et de le tester. Si c'est pour la glace pure, les derniers travaux, ils sont récents, c'est 2013 de mémoire. Et on est sur de l'intermittent 10 minutes plutôt que des longues phases 4 fois par jour ou 3 fois par jour comme c'était prescrit avant. Question suivante, que faut-il faire lorsque le patient a toujours une sensation de jeu articulaire après 5 semaines de rééducation? Il faut essayer de comprendre d'où vient cette sensation de jeu articulaire. Est-ce que c'est une instabilité mécanique ou est-ce que c'est une instabilité fonctionnelle? Instabilité mécanique, ça voudrait dire une rupture complète des ligaments et dans ce cas, ce serait assez logique qu'il ait une instabilité. Et dans ce cas, il faut aller soit envisager une chirurgie, soit aller travailler en prévention secondaire, on va dire, sur du neurofonctionnel, du neuromusculaire, à savoir renforcement musculaire, travail proprioceptif. Et si c'est une instabilité dite fonctionnelle, et dans ce cas-là, il n'y a aucun doute, c'est 100% de la reprogrammation neuromusculaire. Avec travail proprioceptif, travail de proactivation, renforcement musculaire des déverseurs. Voilà. Si c'est une instabilité mécanique, en général, on envisage d'améliorer d'abord la reprogrammation neuromusculaire. Si malgré tout ça, il n'y a rien, on peut envisager une chirurgie, à voir encore le contexte du patient. Si c'est purement une instabilité neuromusculaire, fonctionnelle, c'est rééducation. Ensuite, après la prise en charge immédiate par le protocole RICE, quelle est notre prise en charge par la suite? Alors, tout va dépendre de la gravité de la lésion. Si on envisage de le remettre sur le terrain quelques jours après, quelques temps après, ben, c'est des soins classiques antidouleurs, anti-œdème,
et puis commencer les travaux de proprioception, puis pose de strap si on veut voir ce que ça donne en stabilité. Si c'est une entorse grave et qu'on n'envisage pas du tout de le remettre sur le terrain tout de suite, on le laisse un peu tranquille, on attaque les soins petit à petit, on voit avec le médecin s'il y a besoin d'une radio. Voilà. Autre question, avec quelle bande fait-on la compression dans le cadre du protocole RICE? Alors nous on utilise les Tenso Plus de la marque BSN, j'ai pas le droit de faire de pub. Avant c'était, j'ai perdu le nom, j'allais dire Coeban mais je crois que je me trompe, je crois que c'est ça. C'est les straps de compression là, qui viennent augmenter la compression, qu'on peut facilement remettre, enlever. On ajuste en fonction de la nuit. Qui sont assez... Pour moi, le strap là-dessus compressif est plus efficace que la telle parce qu'on ajuste plus facilement. Voilà. Pourquoi rajoutez-vous une attelle sur un strap? Parce que le strap, sous-entendu, j'entends des straps compressifs, pas strap de protection. Parce que dans ce cas, on met strap compressif, attelle glace. L'attelle, elle a un rôle de protection, le strap, il a un rôle de compression, et par-dessus, on met de la glace. Parce que de mon point de vue, l'attelle, elle comprime pas correctement, et du coup, elle va laisser un œdème vraiment bizarre. Si on met juste le strap compressif, il n'a pas un rôle réel de maintien de cheville. Dans ce cas-là, on n'a pas la protection du P de police. Et si on fait un strap non compressif, eh ben, c'est hyper difficile à ajuster. C'est pas pratique à enlever, c'est voilà. Donc pour moi la meilleure solution c'est strap compressif plus une attelle. C'est temporaire mais ça permet de faire tout en même temps. Alors ensuite, Houssen, l'entorse. Un petit décalage. L'entorse associe souvent à un déplacement de l'as fibulaire. Oui. Comment vérifier? En général, on a une... c'est une bonne question, ça faudrait faire en pratique, mais souvent on a des petites sensations de... Effectivement, la fibula elle a tendance à descendre et s'avancer. La pointe, la malléole fibulaire à descendre, elle s'antériorise. On a du mal à le tester tout de suite, et surtout on a du mal à le savoir tout de suite parce que toute la zone fait mal à cet endroit-là. Par contre, au bout de quelques temps, on a des sensations type un peu de décharge électrique qui sont pas les mêmes douleurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, est-ce qu'on est sûr qu'on est sur une douleur ligamentaire? Il y a des sensations de petite décharge électrique sur le compartiment antérolatéral de la cheville. Et la solution, c'est de manière indirecte, c'est d'aller chercher sur la tibiofibulaire supérieure. En général, il y a un petit jeu ou au contraire, il y a une restriction de mobilité à cet endroit-là. Et la mobilisation de la tibiofibulaire supérieure crée des petites sensations désagréables sur la tibiofibulaire inférieure. Et dans ce cas, ça fait suspecter effectivement un léger déplacement de la fibula. David qui nous demande, est-ce que le port d'un strap ou d'une attelle pourrait permettre d'envisager une reprise sportive anticipée s'il y a par exemple une échéance sportive? La réponse c'est oui. Oui. D'ailleurs, il y a des joueurs ou des joueuses de haut niveau qui jouent tout le temps avec des straps ou des attelles. Par contre, la vidéo, par exemple, c'est une très bonne question. La vidéo que je vous ai montrée où il y a Stephen Curry qui se fait une entorse de cheville, si vous avez bien regardé la vidéo, il a une attelle. Donc une attelle, même un mécanisme traumatique, même avec une attelle, il ne sera pas empêché. Il faut être sûr, avant de le remettre sur le terrain, qu'il a au moins plus de douleur et qu'il a au moins plus d'œdème. C'est vraiment le minimum. Après, il y a le temps de cicatrisation, avec des délais variables, mais dans l'idée, il ne faut pas se dire qu'un strap, alors il y a pas mal d'études aussi qui montrent qu'un strap, ça tient 20 minutes, alors il faut être sûr de refaire le strap à bout de 20 minutes. Mais un strap ou une attelle, si l'entorse de cheville réellement elle se produit, ça ne l'arrêtera pas, sachant qu'il a forcément un déficit de proprio s'il a mal, et forcément un déficit de proprio s'il a un œdème. Un risque de déficit de force, c'est quasi sûr aussi. Donc ça peut très bien se passer, mais c'est à risque. Oui, on peut envisager, lui, il aura peut-être une sensation d'être mieux. Par contre, s'il fait un mauvais appui ou s'il met le pied sur le pied d'un adversaire, ou voilà, ça va partir et il va y avoir une autre belle entorse, voire peut-être plus grosse. Donc c'est un risque qu'il faut faire le choix de prendre ou pas. Mais oui, il y a des joueurs qui se sentent mieux si on les strappe tout de suite. N'oubliez pas que l'impotence fonctionnelle, elle est pas forcément en lien avec la gravité. Autre question.
Comment on évite les entorses à répétition, c'est-à-dire passage à la chronicité? Eh bien, il faut faire de la reprogrammation neuromusculaire, vérifier. Il faut connaître les facteurs de risque de récidive, déficit de proprio, déficit de force, principalement. Une fois qu'on a repéré, après il faut être capable d'évaluer les déficits. Une fois qu'on a repéré les déficits de force, déficit de proprio, on cible la kiné ou la rééducation, la reprogrammation neuromusculaire sur le renforcement musculaire ou le déficit de proprio, ou les deux. Et normalement on arrive à des résultats intéressants. Les travaux autour de Myolux, ça doit vous intéresser à ce moment-là, je pense. Alors Yannick, je sais pas si c'est une affirmation ou une question. Strap compressif avec mousse pour favoriser le drainage. C'est une question? Non, je pense que c'est une affirmation. Une affirmation. Ouais. Si c'est les mousses de protection pour la peau, moi j'en mets pas parce que vu qu'il colle pas le truc, le strap compressif, je mets pas de mousse, mais ouais. Mais oui, on peut mettre de la mousse. Et l'idée, effectivement, le strap compressif, c'est éviter l'œdème et favoriser le drainage. David, existe-t-il un test objectif pour évaluer la possibilité d'un retour au sport? Je pense au Star Excursion Balance Test, mais qui à ma connaissance n'a pas de valeur seuil définie. Ouais, alors le Star Excursions Balance Test, c'est un super bon test, mais c'est un test entre guillemets fonctionnel de l'ensemble du membre inférieur. Il n'est pas spécifique de la cheville. C'est-à-dire qu'on peut, à la fin de la rééduque, faire le test du Star Excursion Balance Test. Il y a un seuil défini qui est à, j'ai un trou, je crois que c'est 75 ou 80%, quelque chose comme ça, la valeur du membre inférieur. Si on est en dessous de cette valeur, on est considéré comme étant à risque. Par contre, on ne sait pas si ce sera la cheville, le genou, ou en fait, il prend en compte tout le membre inférieur. Donc c'est un très bon test, mais il n'est pas spécifique de la cheville. Voilà. Dans les livres de tournée, la telle montre plus d'efficacité que le strap. As-tu le même avis? Alors ouais, les dernières études sur le strap, elles montrent que ça a 20 minutes d'efficacité. Je dirais que le strap... Alors, je pense que mécaniquement la telle a effectivement plus d'efficacité que le strap, mais le strap il a un gros avantage, c'est qu'il est adaptable, et en fonction du type de lésion, tout à l'heure on parlait de la tibiofibulaire inférieure, et ben on peut par exemple plus mettre de tension sur la tibiofibulaire inférieure, voire renforcer le compartiment médial, voire éventuellement s'il y a une lésion du tendon d'Achille, mettre un peu en position courte. Le strap est plus modulable à mon avis. Alors si on a toute une équipe, c'est compliqué de modifier les straps au fur et à mesure du match. Par contre, si on a par exemple un tennisman ou un sport individuel, on peut plus facilement adapter le strap, tout en sachant qu'à partir du moment où il y a de la transpiration ou de la pluie par exemple, on perd très vite en efficacité sur le strap. Oui, c'est vrai. Donc oui, c'était 82% pour le Star Excursions Balance Test, si David m'écoute toujours. Donc en dessous de 82%, on est considéré comme étant un risque. Mais encore une fois, sur tout le membre inférieur. On n'est pas sûr que ce soit la cheville. Donc par exemple, si tu fais une rééducation pour la cheville, et on va dire qu'avant ta rééducation, il est en dessous de 82%, après ta rééducation, il est au-dessus de 82%, c'est un très bon indicateur pour te dire qu'il est apte à reprendre. Par contre, si tu es en début de saison sur des patients que tu connais pas, enfin, par exemple, tu suis une équipe et que tu fais un Star Excursions Balance Test sur toute la population de tes sportifs pour voir s'ils sont à risque ou non, tu vas évaluer des gens qui seront en dessous de 82%, mais tu pourras pas te dire que c'est à cause de sa cheville, à cause de son genou ou à cause de sa hanche, ou à cause des trois en même temps. Donc si c'est une suite de rééducation, c'est très intéressant. Sur la cheville, par contre, c'est pas spécifique, encore une fois, je me répète, mais c'est important. Florence, on arrive à la fin des questions. Lors d'une entorse, on a souvent, ou toujours, la malléole externe qui s'écarte, descend et se positionne en postériorité. Est-ce juste? Elle s'écarte, bon, elle descend et elle s'antériorise plutôt. Elle s'écarte, elle s'écarte un petit peu à cause du petit jeu articulaire, mais surtout elle s'antériorise et elle descend. Elle s'abaisse, elle se postériorise. Ce qui fait que la tête de la fibula s'abaisse et se postériorise. En fait, elle devient oblique. La pointe malléolaire avance et descend, la tête fibulaire, fibulaire avance et recule.
Saleh qui nous demande pendant combien de temps on recommande la décharge pour notre joueur. Ah ben, c'est tout le sujet du optimal loading de Blickley. S'il a pas mal, eh ben, on le décharge pas. Parce que sauf s'il fait le con et qu'il saute dans tous les sens ou qu'il doit marcher dans le sable ou dans les cailloux. Mais s'il vient, c'est quelqu'un d'assez responsable, il est chez lui, il a pas mal à la marche, ben le optimal loading, il nous dit mais il n'y a pas besoin de le décharger. Il y a peu de risques qu'il se passe quelque chose. Après, tout dépend de on va dire, la stabilité mentale du patient. Et bien voilà, a priori, on a répondu à toutes les interrogations. Surtout Maurice. J'espère, il y a peut-être encore des points flous. Mais... Après, évidemment, c'est un peu frustrant de parler de prise en charge terrain s'il n'y a pas la partie pratique, j'imagine bien. Mais voilà, je vous invite à venir vous former avec nous et c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Il y a pas mal de choses à voir. Merci en tout cas d'avoir été là. Donc voilà, je vous remercie. Bonne fin de soirée. C'était donc la dernière édition de l'Académie d'HFI pour 2016. Ça va très certainement revenir pour 2017. La programmation sera affinée en janvier 2017, je pense, et vous aurez bien entendu accès à ces programmes. Donc voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, et puis à très bientôt. Au revoir.